Au tribunal d'Albi, c'est le jour J pour la défense de Cédric Jubilard. Dans quel état d'esprit vous êtes ce matin? Toujours le même. Fatigué. Fatigué, concentré et combatif. À la veille du verdict, les deux avocats de l'accusé s'apprêtent à livrer la plaidoirie de leur vie. Pour tenter peut-être de faire acquitter celui qui risque la perpétuité. Dans la salle d'audience, derniers instants de préparation, de concentration. 9h06, l'avocate de Cédric Jubilard se lance dans l'arène. Nous sommes les dernières voix d'un homme écrasé depuis plus de 4 ans et qui ne sait plus comment dire qu'il est innocent. Il le dit certainement mal, mais doit-il le dire en hurlant? Doit-il le dire en pleurant? Doit-il le dire en chuchotant? Rien de ce qu'il dira ne satisfera personne. Pendant plus de 3 heures, Maître Franck livre une plaidoirie habitée et dénonce un désastre judiciaire. Quand on n'a pas de preuves, on fait en sorte que l'homme ressemble au crime qu'il a commis. On a trouvé un truc magique, on prend plein d'indices, on les met dans une boîte et ça fait un faisceau. On n'a pas besoin de tout savoir, ce n'est pas grave. On prend des petits trucs, on secoue la boîte et hop, une preuve. Devant la cour, l'avocate de Cédric Jubilard livre en fin de matinée ses derniers souffles de défense. Ça a duré combien de temps? 4 heures, je crois. 3h30, 4 heures, je sais pas. Moi, je suis convaincue de son innocence et je suis aussi convaincue qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur un dossier pareil. Mais il y a plein d'autres pistes qui n'ont pas été exploitées parce que dès le début, on n'a pas eu envie de les exploiter. On a fait semblant. Et donc, à partir de là, ça prive l'accusation d'un raisonnement qui consiste à dire « Regardez, on a fermé toutes les portes et il ne reste que lui ». Ça, ils ne peuvent pas le faire. Maître Franck, puis Maître Martin, les avocats de l'accusé, ont conclu ce jeudi une semaine de plaidoirie. Face à eux, les avocats des parties civiles déterminés à faire condamner Cédric Jubilard et à convaincre les jurés qui devront répondre à cette question: a-t-il tué sa femme il y a 5 ans? Le mystère et le suspense ont fait leur œuvre. En ce lundi 22 septembre, il n'est pas encore 8h du matin et déjà ils sont des dizaines à patienter pour espérer assister à ce premier jour d'audience. Ce que je vous conseille, c'est d'aller faire la queue là-bas, s'il vous plaît, parce que... Non, il y a une trentaine là. Si on perd du temps, il n'y aura plus de place. Dans cette contre-allée, arrive l'homme au centre de ce procès. Face au public et aux caméras, Cédric Jubilard est extrait de cette voiture de l'administration pénitentiaire. Cette image furtive ne permet pas de répondre à la première question que se pose le public. Dans quel état l'accusé se trouve-t-il 4 ans après sa dernière apparition et son incarcération à l'isolement? C'est inimaginable les conditions de détention qui sont imposées à cet homme depuis 4 ans et demi. Il ne voit personne. Et dans une cellule de 9 mètres carrés, tout seul, il se promène dans une cage grillagée sur le côté, au plafond. Voilà. Le seul détenu médiatique qui a subi ce traitement, c'est M. Abdeslam, un des auteurs des attentats du Bataclan. Vous voyez de quoi on parle? À l'intérieur de la salle d'audience, la tension monte. Et à la surprise générale, les caméras sont autorisées à rentrer. Cédric Jubilard a accepté de se montrer. Recroquevillé, il échange quelques mots avec ses avocats. Amaigri, crâne rasé. Sa tenue et son attitude dévoilent un homme détaché avant les 4 semaines d'audience qu'il s'apprête à affronter. Allez, s'il vous plaît, allez, je vais vous demander de sortir. Je vais vous demander de sortir, s'il vous plaît. 9h30, près de 5 ans après la disparition de Delphine Jubilard, le procès peut démarrer. Pour sa première question, la présidente s'adresse au suspect. Pouvez-vous vous présenter ?
Je m'appelle Jubilard Cédric. Je suis né à Béziers, j'ai 38 ans. J'étais peintre en bâtiment, plaquiste. Les jurés sont ensuite tirés au sort. 6 citoyens, 4 hommes et 2 femmes, qui forment le jury populaire aux côtés de magistrats professionnels. Ils auront ensemble l'immense responsabilité le 17 octobre prochain de dire si oui ou non Cédric Jubilard est responsable du meurtre de sa femme. Ce lundi, il clame en tout cas à nouveau son innocence. Avant toute chose, j'ai une question à vous poser. J'ai terminé mon rapport. Quelle est votre position aujourd'hui ? Je conteste toujours les faits qui me sont reprochés. Cédric Jubilard est le principal et seul suspect dans cette affaire sans corps ni aveu. Plusieurs éléments troublants de l'enquête semblent faire de lui un coupable idéal. Pour ses avocats, la tâche est immense. Cédric Jubilard, c'est contradictoire ce que je veux dire, mais il ne se défend pas, il répond aux questions telles qu'il est. Il répond sans détour. Quand il lui est demandé s'il fume encore du cannabis en détention, il dit oui. Quand il lui est demandé s'il a pu voler des choses à Leclerc, il dit oui. Je crois que lui a compris qu'on n'en était pas là, qu'il n'allait pas être rattrapé par le trésor public ni par les centres Leclerc. Donc je crois qu'il répond de manière extrêmement simple et cash aux questions qui sont posées. Les avocats de Cédric Jubilard peuvent compter sur des témoins venus semer le doute, comme cet homme. À la barre, il raconte avoir vu une voiture à environ 2 km du domicile des Jubilard, le 16 décembre 2020 au petit matin, soit quelques heures seulement après la disparition de Delphine. Moi j'allais au travail, comme tous les matins, et alors, je prends une route de campagne si vous voulez, on ne voit jamais de voiture. Et voilà, ce jour-là, sans le savoir qu'il y avait eu cette histoire de Madame Jubilard, on a vu une voiture allumée sur le bas-côté de la route, avec le plafonnier allumé. Et vous voyez un homme aussi, vous dites ? Oui, qui arrivait sur le côté gauche. C'est-à-dire, il n'est pas dans la voiture à ce moment-là ? Non. Et ça vous étonne ça ? Moi, j'ai été surpris sur le moment parce qu'on n'avait jamais vu de personne dans ce chemin, on n'avait jamais vu de voiture et jamais vu personne dans ce chemin de campagne. Le témoin est formel. Lorsqu'il apprend la disparition de Delphine Jubilard, il contacte la gendarmerie qui, dit-il, lui assure que ce qu'il a vu n'a pas de rapport avec l'affaire. Vous trouvez normal qu'à 48 heures de la disparition de Delphine Jubilard, vous appelez la gendarmerie, vous dites « j'ai vu un type courir comme un dératé, une voiture allumée » et que pendant 15 jours, vous ne soyez pas auditionné ? La présence inhabituelle de cette voiture pourrait pourtant, selon les avocats de Cédric Jubilard, permettre d'innocenter leurs clients. Car à cette heure-là, il était justement chez lui avec les gendarmes. On a assisté pendant 3 heures à vraiment une démolition en règle de la part de la défense par rapport à des indices qui apparaissent un petit peu fragiles. Et la défense a tout repris, les indices les uns après les autres, pour tout torpiller de manière méthodique, avec du bon sens, avec des arguments qui s'entendent. Et c'est toute la difficulté de cette enquête, puisque lorsqu'un indice nous paraît à charge, on peut aussitôt lui opposer le contraire. Au total, 65 témoins vont se relayer à la barre au cours des 4 semaines de procès. 2 d'entre eux sont particulièrement attendus. 2 femmes, 2 gendarmes, Fanny et Sophie. Elles doivent éclairer cette nuit du 15 décembre 2020, où elles sont arrivées les premières au domicile du couple, juste après la disparition de Delphine Jubilard. Voici leur déclaration au lendemain des faits. J'arrive la première et vu que c'est éclairé à l'intérieur, je le vois accroupi. Pour moi, monsieur Jubilard est accroupi devant la machine à laver. Dans mon souvenir, le hublot est ouvert. Il est en train de le refermer quand il nous voit arriver. Je ne saurais pas dire ce qu'il y avait dans la machine, ni ce qu'il faisait exactement. Pour que les jurés se fassent une meilleure idée, des documents sont projetés, comme les photos de la reconstitution des faits, car le comportement de Cédric Jubilard devant cette machine à laver paraît surprenant. Pardon de le dire ainsi, mais l'hygiène corporelle de Cédric Jubilard
interroge sur cette pratique. Je ne pense pas qu'il passait sa vie à faire des machines à laver. À l'époque déjà, cette pièce du dossier autour de la machine à laver cristallise les attentions des enquêteurs. Pourquoi Cédric Jubilard la remplit-il en pleine nuit? Tente-t-il d'effacer d'éventuelles preuves? Ça, c'est quelque chose qui va lui être reproché dès le début. Et lui, il va l'expliquer de la façon suivante. Il va dire, moi j'ai appelé à 4h09 du matin, ils arrivent 50 minutes après. Dans l'intervalle, je ne vais pas me recoucher, j'ai pas du tout envie de dormir, je suis inquiet, je ne sais pas quoi faire. Et donc je prends des choses qui sont par terre, puisque nous savons que c'est pas très ordonné chez lui, et je vais les mettre dans la machine à laver en attendant qu'ils arrivent. Alors il aurait dû faire quoi? Se servir un verre d'eau, prendre un café. De toute façon, tout lui aurait été reproché. Les deux gendarmes sont à nouveau questionnés sur la scène de la machine à laver. Un doute persiste. Cédric Jubilard s'en est-il servi? Les deux gendarmes sont aussi interrogés à propos du témoignage de la meilleure amie de Delphine Jubilard. Elle leur aurait déclaré que la jeune femme pouvait s'absenter en pleine nuit. Or, devant le jury, aucune des deux gendarmes n'a évoqué cette information cruciale. Ce que les avocats de la défense ne vont pas manquer de relever. Êtes-vous briefé avant de venir? Je prépare seul. Donc seul, vous oubliez la même chose que votre collègue qui a préparé seule, elle aussi, d'accord? Vous vous êtes réunis avec les enquêteurs? Oui. On avance, ce n'est pas votre procès. Mais comme par hasard, vous faites la même erreur. Ce que l'on a relevé, c'est qu'il y a deux omissions qui ont été faites par les deux gendarmes à deux moments différents, deux points très précis qui sont à décharge, et comme par hasard, ces deux gendarmes ont oublié ces deux points précis. C'est très curieux quand même que l'on puisse avoir deux éléments à décharge qui ne soient pas exposés par deux gendarmes à deux moments différents. Les avocats pointent des lacunes dans leur déposition et vraiment on sent que pied à pied, ils ne vont pas lâcher pendant 4 semaines. À chaque fois qu'il y a moyen de retourner un témoin et de montrer qu'il y a des failles, ils vont aller là-dedans. Pour les avocats de la partie civile, il ne s'agit que de débats périphériques qui ne permettent pas de disculper Cédric Jubilard. C'est vrai qu'à prendre les choses de manière isolée, on finit pratiquement par s'y perdre. On crée un brouillard de guerre qui n'est pas compatible avec l'idée qu'il faut se faire de l'ampleur et de la qualité des moyens qui ont été déployés pour retrouver Delphine Jubilard. À l'issue de la première moitié de ce procès, le sérieux de l'enquête est bousculé. Lundi 6 octobre, la troisième semaine s'ouvre avec un témoignage clé qui pourrait faire basculer le verdict. Il est 9h30, l'audience vient tout juste de démarrer quand l'amant de Delphine Jubilard entre en scène. Pour la première fois, Cédric Jubilard découvre son rival. Quand la présidente a demandé aux policiers de faire rentrer ce témoin dans la salle, tout le monde a frémi. L'amant, c'est l'homme que l'on attendait tous. On n'avait encore jamais vu son visage. Même Cédric Jubilard n'avait jamais encore vu son visage. C'était la première fois que ces deux hommes étaient face à face. Un amant nommé Dona-Jean M, âgé de 44 ans. Il fréquente Delphine Jubilard depuis près de 5 mois au moment de sa disparition. Une histoire d'amour secrète. On ne savait pas ce que ça allait donner. On était dans le même cas de figure, on avait tous les deux épuisé notre capital dans notre couple. Ça a matché, ça a fonctionné, ce n'était pas qu'une histoire charnelle. On arrivait à se voir 2 fois par mois, on était tous les deux dans l'ombre, en position d'adultère. Elle parlait très peu de Cédric, elle l'éclipsait dans les discussions. L'amant détaille longuement ses dernières semaines avec Delphine Jubilard, leurs projets pour l'avenir. Il en profite surtout pour asséner sa conviction sur ce qu'il est arrivé à sa maîtresse. Oui, aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que c'est Cédric Jubilard qui a fait disparaître sa femme. Dans son box, Cédric Jubilard reste impassible. Ses avocats, eux, décident de contre-attaquer. Il est 12h54, l'amant est interrogé depuis plus de 3 heures. La défense de l'accusé déroule son plan. Est-ce que vous vous êtes rendu à Cagnac-les-Mines ce soir-là?
Je ne me suis jamais rendu à Cagnac-les-Mines. Derrière l'apparence d'une question banale se trouve peut-être le point de bascule de ce procès. Une brèche dans laquelle l'avocate de Cédric Jubilard s'engouffre. Il y a quelque chose d'assez grave dans le dossier qui n'intéresse personne. Vous êtes dans une liste des numéros recensés sur la couverture du domicile des Jubilard dans la nuit des faits. Je ne comprends pas bien la question. Votre téléphone capte une cellule qui couvre le domicile des Jubilard entre 22h et 6h du matin. Je ne peux pas répondre quelque chose de cohérent à votre question, j'étais chez moi. Coup de théâtre dans la salle d'audience. Les avocats de Cédric Jubilard assurent que le téléphone de l'amant a déclenché une cellule à proximité du domicile du couple dans la nuit de la disparition. Là, stupeur totale dans la salle. On a presque tous eu un moment où on s'est arrêté de respirer. D'un seul coup, l'amant est devenu potentiellement un suspect. Parce que personne, en fait, n'avait connaissance de cet élément dans la procédure qui avait échappé visiblement à tout le monde, à toutes les parties. L'avocate de Cédric Jubilard va même aller plus loin. Selon elle, si la ligne téléphonique de l'amant est quasiment invisible dans le dossier, ça n'est pas un hasard. Cet élément a été volontairement retiré par les enquêteurs. Vous avez des réquisitions pour des numéros qui figurent tous au dossier, sauf le sien. Voilà où on en est. Il y a eu 216 études téléphoniques et il n'en manque qu'une, c'est la sienne. Mais alors pourquoi les données du téléphone de l'amant auraient-elles disparu? Cette première journée de la 3e semaine s'achève dans l'incompréhension. Quelle importance accorder à ces révélations fracassantes? Les avocats de Cédric Jubilard viennent-ils de rapprocher leurs clients d'un possible acquittement? On sent que dans la tête des jurés, il y a forcément un doute qui vient de s'instiller. On se met tous à essayer de comprendre pourquoi ce numéro de téléphone, qui appartient sans aucun doute à Donagent, se retrouve autour du domicile des Jubilard la nuit de la disparition. À Albi, la nuit porte conseil à la présidente. Elle annonce ce mardi matin que le gendarme qui a travaillé sur la téléphonie va revenir à la barre pour éclaircir les doutes de la veille. Il s'agit d'un major de la gendarmerie, une pointure de la section de recherche de Toulouse. Il a travaillé pendant 6 mois sur les éléments téléphoniques du dossier. Seul, face à la cour, il doit désormais justifier les incohérences du dossier. La défense de M. Jubilard a soulevé une contradiction dans cette procédure. Pouvez-vous nous expliquer ? Sur la présence de Donagent sur ce listing, en fait c'est une erreur de ma part. Le numéro figure bien sur ce listing en tant que correspondant de Delphine Jubilard dans l'après-midi. C'est son téléphone à elle qui borne à Cagnac ? Oui. Contrairement à ce qui a été affirmé la veille, le téléphone de l'amant de Delphine Jubilard n'a jamais été détecté à proximité du domicile du couple. Face à une cour médusée, le gendarme va expliquer avoir réalisé une mauvaise manipulation informatique. On peut s'interroger sur ce type d'erreur, monsieur. Comment l'expliquer ? J'ai réalisé un copier-coller et je n'ai pas fait de vérification. C'est un travail technique, il faut manier des logiciels. C'est moi qui ai fait une erreur et il n'y a pas de vérification derrière. Comment une telle erreur a-t-elle pu être commise dans un dossier où chaque élément peut accabler ou disculper Cédric Jubilard? Pour la défense, ça reste quand même un point qu'ils ont marqué. Ils ont réussi à démontrer qu'il y avait au moins une erreur, et une erreur relativement grave dans l'enquête, ce qui jette quelque part, peut-être dans la tête des jurés, un doute sur d'autres potentiels éléments dans l'enquête. Mais à l'aube de cette 2e semaine, les avocats des parties civiles veulent reprendre la main. D'un pas décidé, Maître Batik, l'avocat de l'oncle et de la tante de Delphine Jubilard, s'avance avec certitude sur la suite du procès. C'est la courbe naturelle d'une cour d'assises. Vous marquez des points, vous perdez, le lendemain vous regagnez, l'après-lendemain vous reperdez. Et évidemment, les jurés fluctuent aussi tout à fait naturellement entre doute et certitude. Et à la fin, in fine, il y aura une vérité judiciaire qui émanera de tout ça. Pour faire basculer l'intime conviction de ces jurés,
Mardi, l'accusation dévoile une carte majeure, un enregistrement inédit. Nous sommes le 17 décembre 2020, 33 heures après la disparition de Delphine Jubilard. Son frère et son cousin décident de rendre visite à Cédric au domicile du couple. Se méfie-t-il de lui? Imagine-t-il qu'il puisse être coupable? Ils vont en tout cas enregistrer à son insu la conversation qui suit. Quand est-ce que vous avez parlé de divorce la première fois? Cet été. On s'était donné un mois et demi pour sauver le couple, si tu veux. Elle me dit non, mais ça sert à rien. De toute façon, ma décision est prise. Je suis déjà très loin dans ma tête. Je me dis qu'elle a trouvé quelqu'un, tu vois, et j'ai fait de toute façon, c'est le mec que t'as rencontré sur Internet. L'échange entre les trois hommes dure plus de 20 minutes, pendant lesquelles Cédric Jubilard parle parfois de sa femme au passé et d'un divorce qui semble acté. Il fait aussi preuve d'un certain calme au moment d'évoquer la disparition de l'avant-veille. Mais moi, à 4h10, 4h15, c'est la petite qui m'a réveillé. Comme ça. Personne dans le lit. Ouais, je me suis laissé endormir sur le canapé, tu vois. Ouais. Puis là, j'ai commencé un peu à l'appeler. Rien. Le cousin et le frère de Delphine Jubilard continuent de l'interroger sur cette nuit-là. Qu'est-ce qu'elle avait comme chaussures? Des espèces de boots, là. Ouais, des trucs chauds. 100 km. Non, mais c'est des trucs très chauds. Ouais. C'est des trucs chauds l'hiver, quoi. Et le pyjama dessous. Hey. Ouais. C'est ce que je suppose. Que faut-il retenir de cet enregistrement? Les deux camps vont avoir des interprétations diamétralement opposées des réactions de Cédric Jubilard. Les parties civiles y voient un manipulateur. La défense, un homme au-dessus de tout reproche. Pendant moins de 10% de l'audio, il va parler de Delphine, des causes de sa disparition, des recherches, mais ça ne correspond qu'à 10% de l'audio. C'est quand même assez cocasse pour un homme qui est censé être inquiet, qui est censé avoir passé plus de 180-190 appels quelques heures auparavant. Chacun l'interprète comme on veut, cet audio. Nous considérons que c'est Cédric Jubilard. Vous avez des personnes qui viennent, qui veulent en savoir plus, qui ont déjà une certaine conviction, qui posent des questions, il y répond, et à la fin, il s'effondre dans les bras de ces deux personnes. Pour emporter la décision des jurés, les avocats des parties civiles vont tenter de dresser un portrait sombre de Cédric Jubilard et de sa relation avec sa femme. Il était violent à l'égard de Delphine, il la rabaissait, il la mettait pas en valeur, il était méprisant à l'égard de son fils. Vous avez entendu que pendant 3/4 d'heure, 1 heure, il le mettait au coin, à genoux à terre, hein, bien sûr. Voilà, et vous avez surtout entendu qu'il ne se remet pas en question. Il banalise ces violences, c'est quand même scandaleux. J'essaie de lui faire dire qu'elles étaient régulières, il peut concéder des gifles, mais il n'y a pas de remise en question. Les avocats des enfants énumèrent plusieurs épisodes de violence qui seraient intervenus, parfois en public, à l'égard du petit garçon. Nous savons que de sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, il s'est fait un petit peu bousculer par un père sévère, pour employer des termes qui relèvent du doux euphémisme. Quand le bourreau est le père, par définition, on est un peu déchiré puisqu'il aurait dû vous protéger, c'est celui qui vous secoue. Ça donne des choses un peu bizarres qui consistent effectivement pour le gamin à dire « moi, mon papa, je l'aime, mais… » 3 points de suspension. Voilà, ça c'est l'état d'esprit d'un enfant de 6 ans. Derrière la vitre de son box, Cédric Jubilard, lui, refuse d'être accusé de maltraitance et essaye comme il peut de se justifier. Les enfants, c'est sûr qu'il faut qu'ils aient peur, mais je ne les terrorisais pas. On passait de très bons moments ensemble. Oui, il faut qu'ils aient peur, sinon on se fait bouffer. Ça donne une coloration à cette affaire. En fait, Cédric Jubilard, il était violent à l'égard de Louis. Il était violent psychologiquement, même à l'égard d'Elia, puisqu'il a traité d'handicapé. Il disait à des personnes de la famille « Tiens ton handicapé » parce qu'elle avait 18 mois et qu'elle ne marchait pas encore. Les enfants n'assistent pas au procès, ne témoignent pas non plus. Leur parole est relayée à la barre par leurs avocats. Et lundi dernier, ce sont eux qui lisent la lettre écrite par Louis à la présidente du tribunal. Un courrier de 3 pages, rédigé à la main, 1 semaine avant la fin du procès, et dans lequel le petit garçon évoque notamment les punitions infligées par celui qu'il nomme Cédric. Lorsque maman n'avait pas encore disparu, Cédric me demandait de m'agenouiller sur des Legos pendant 30 minutes. Il me demandait de baisser mon pantalon pour me mettre des fessées.
Il m'insultait de petit ou gros con. Dans son box, Cédric Jubilard ne réagit pas, ou peu. Une attitude sans équivoque pour la partie civile. Moi, je sens aucune remise en question. Ce qu'il a pu exprimer suite à cette lecture de lettres, c'est que c'était triste. Donc triste de quoi moi, j'ai jamais entendu mea culpa, dire qu'il est désolé par rapport à tout ce que ses enfants ont vécu, notamment Louis. Malheureusement, il n'y a rien qui permet de décrisper ou d'avoir une authenticité de la part de Cédric Jubilard. À la barre, l'avocate de Cédric Jubilard tente d'adoucir l'image négative de son client. Votre fils Louis a demandé à vous voir. Est-ce que vous avez envie que vos enfants viennent vous voir en prison? En prison, non, mais en visio, oui. On vous l'a proposé? Non, personne. Vous avez baissé les bras? Mon dernier courrier date du 28 juillet et mon courrier n'a toujours pas été transmis. Louis et Elia Jubilard, aujourd'hui 11 et 6 ans, attendent pourtant des réponses de la part de leur père. C'est ce que rapporte l'administratrice des deux enfants. Louis est convaincu du décès de sa mère. Elia pense qu'elle est vivante. Elle nous dit qu'elle aimerait avoir une baguette magique. Elle fait abracadabra pour que sa maman revienne pour ne pas l'oublier. Louis est convaincu que c'est son père qui l'a fait. Une conviction que partage Jennifer, 31 ans, une ex-compagne de Cédric Jubilard. En 2021, c'est elle qui le contacte au lendemain de la disparition de Delphine. Je l'ai fait spontanément, sans penser qu'il pouvait être à l'origine de quoi que ce soit, pour le soutenir, pour aider les enfants. Rapidement, les échanges deviennent quotidiens. Ils passent parfois des nuits entières en visio. Mais ils ne se rencontrent que plus tard, une fois que Cédric Jubilard est incarcéré. Interrogée à distance par la cour, Jennifer raconte ses heures passées au parloir et certains faits et gestes de l'accusé. Un jour, il m'attrape le cou, il me serre, il me dit en rigolant « Je l'ai fait une fois, je peux le refaire 2 fois ». Une autre fois, il me dit que si je le trompe, je vais finir à côté de Delphine. Je sais ce qui va m'arriver. Des menaces comme des aveux. Le couple avait évoqué l'idée d'un mariage et même d'un bébé ensemble. Dans l'enceinte des murs de la prison, leur relation se construit petit à petit, jusqu'à ce jour de 2025, où Jennifer dit avoir recueilli les confidences de son compagnon. C'est ce qu'elle nous avait raconté lorsque nous l'avions rencontré à la veille du procès. Un jour, un parloir, je lui dis « Mais c'est toi ?» Et là, il me dit « Oui ». Et c'est là qu'il m'a fait les aveux, en fait. Moi, il m'a dit qu'ils ne se sont pas disputés, qu'en fait, elle allait vers le canapé et qu'il l'a étranglée et qu'elle n'a pas pu pousser de cris. Et il me dit qu'il ne reste que les os, qu'elle est dans une ferme, dans un champ. Il ne me dit pas précisément où, parce qu'il me dit que c'est son jardin secret. Il me dit c'est ma sécurité, je risque 30 ans si je te dis où elle est. Un récit qu'elle répète presque mot pour mot à la barre, en précisant que Cédric Jubilard aurait mimé sur elle comment il avait étranglé sa femme. Pour elle, pas de doute, il est coupable. La défense rebondit alors sur le comportement de la jeune femme à la sortie du parloir. Quand vous recevez ces confidences, ça doit vous faire peur. Vous continuez quand même à aller le voir. Je ne réalise pas sur le coup, et puis j'y vais de moins en moins après. Vous ne prévenez pas les surveillants, vous ne criez pas. Ils viennent d'essayer de vous étrangler. Comme je vous dis, je ne réalise pas sur le coup. Depuis le début du procès, elle est assise, silencieuse, sur le banc des parties civiles. Nadine Fabre, une mère rongée par la culpabilité, se lève à son tour pour témoigner, face à Cédric Jubilard, son propre fils. Ma constitution de partie civile a choqué et je peux le comprendre. Je culpabilise de ne pas m'être plus investie dans ma relation avec Delphine et de ne pas avoir pris en compte tout ce que me disait mon fils. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est le bien-être de mes petits-enfants et la vérité. Longtemps, Nadine Fabre a refusé d'apparaître et de témoigner face aux caméras. Un silence brisé. Nous l'avons rencontrée
éprouvée par ce long procès où chaque jour, elle voit son fils dans un box d'accusés, avec pour seule motivation, rester digne pour ses petits-enfants. C'est pour moi le plus important, c'est les petits. Que si un jour, il leur prend l'envie de m'interroger et de me demander, je pourrais leur dire que j'ai été là du début à la fin pour eux. Elle assure ne pas être venue pour témoigner contre son fils, mais ses confidences vont pourtant peser sur la défense de Cédric Jubilard. Notamment lorsqu'elle raconte, les larmes aux yeux, une scène survenue 3 semaines avant la disparition de Delphine. On discutait, il était très agité, il était énervé envers Delphine. Et il m'a dit cette phrase que, je vous avoue, j'en ai marre de répéter. Et je ne la répéterai plus. Incapable de terminer cette phrase qu'elle a prononcée devant la présidente quelques heures plus tôt. C'était sur le parking de mon travail. C'était un matin, il était venu au magasin avec sa fille. Je le trouvais énervé et agité. On est sortis, on a fumé, discuté, et il s'est tourné tout en mettant sa fille dans la voiture et il m'a dit « J'en ai marre, elle m'énerve, je vais la tuer, je vais l'enterrer et personne ne va la retrouver. » Nadine Fabre regrette aujourd'hui de ne pas avoir pris au sérieux les menaces prononcées par son fils. C'était des paroles en l'air pour moi, sur le moment. D'ailleurs, je lui dis arrête de raconter des conneries, c'est du n'importe quoi. Au vu de ce qui s'est passé après, c'était peut-être les prémices, mais voilà. C'est vrai que j'ai pas été assez vigilante à ce moment-là. Pour cette mère, le doute existe. Son fils a pu tuer Delphine Jubilard. Elle ne pense aujourd'hui qu'à savoir la vérité. Je lui reposerai la même question que je lui ai posée lorsque nous avons été confrontés lors de nos gardes à vue respectives. À savoir, dis la vérité. Pour tes enfants, pour la mémoire de Delphine et pour la famille de Delphine. Quelles conséquences peuvent avoir ces déclarations de la mère sur l'issue du procès ? Face à ces témoignages déstabilisants, parfois accablants, Cédric Jubilard lui campe sur ses positions. Et s'il concède avoir parfois été grossier ou insultant avec sa femme notamment, il assure que jamais il n'est passé à l'acte. Quand quelque chose ne me convient pas, je m'énerve vite et je redescends aussi vite, je crie. Mais jamais je n'ai été violent physiquement. Je n'ai jamais levé la main sur Delphine, je ne l'ai jamais frappée. Poussé dans ses retranchements, tout au long de son interrogatoire, Cédric Jubilard apparaît parfois nerveux, mais ne dévie jamais de son cap, convaincre les jurés de son innocence. Car demain matin, ce sont eux qui vont décider de son avenir. Là, il y a un moment très solennel à un procès, c'est la présidente de la cour d'assises qui va lire un article du code pénal en une phrase pour résumer. La dernière phrase de cet article, c'est « Avez-vous une intime conviction ?» Et là, elle va s'adresser aux jurés. Et dans cette affaire, évidemment, cette phrase, elle résonne énormément parce qu'on rappelle qu'il n'y a pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu, mais il y a tout un faisceau d'indices. Est-ce que ce sont des charges suffisamment importantes pour condamner Cédric Jubilard? Les jurés vont devoir, en quelque sorte, en leur âme et conscience, peser le pour et le contre. Enfermés dans la salle de délibération, les 6 jurés et les 3 magistrats vont alors discuter, débattre, échanger pour rendre leur verdict. Ils vont devoir répondre à une question. Cédric Jubilard est-il coupable d'avoir donné la mort à sa femme Delphine? Oui ou non? Ils vont voter à bulletin secret. Il faut 7 voix pour le condamner. Tant qu'ils ne sont pas arrivés à ces 7 voix, ils vont voter et revoter. Il faut 3 voix pour l'acquittement. Donc évidemment, ça va être des tours de vote et beaucoup de discussions. Une délibération à huis clos, mais qui fascine déjà sur les marches du tribunal d'Albi ceux qui ont assisté au dernier jour du procès. Je me suis projeté et à mon âme et conscience, je ne pourrais pas prendre de décision sans être sûr. Ça, c'est évident. Moi, je pense qu'ils vont mettre une peine assez conséquente à M. Jubilard, dans le sens où ils sont obligés de sanctionner cet afflux médiatique. Mais avec ce qu'il y a actuellement, ils ne peuvent pas, légalement en tout cas, selon moi, le condamner. Bah oui, ok, il est suspect. Suspect, ok, oui, mais des preuves assez formelles pour dire qu'il est enfermé pendant 30 ans, non. 30 ans de réclusion criminelle. C'est ce qu'ont requis les avocats généraux contre Cédric Jubilard. Mais si les jurés le jugent coupable, c'est eux, toujours,
qui devront fixer sa peine, en suivant un processus très encadré. Là encore, chacun écrit sur un petit bulletin la peine à laquelle il souhaite le condamner, 30 ans, 20 ans, 10 ans. Et puis ensuite, on vote. S'il n'y a pas 7 voix concordantes, on enlève la peine la plus haute, la peine la plus basse, et on revote dans ce quantum de peine possible jusqu'à ce qu'il y ait 7 voix concordantes. L'épilogue de 4 semaines d'un procès hors norme. Selon le verdict, les avocats de Cédric Jubilard ou le parquet peuvent décider de faire appel. Ils auront 10 jours pour se décider.